Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'appel à projet rénovation exemplaire en région Pays de la Loire. Je me présente, je suis Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild et je suis ravi de faire ce moment d'échange avec Olivier Bourris et Sylvain Couat qui vont nous rejoindre dans un instant. La rénovation, elle est quelque chose de primordial dans la stratégie bas carbone que nous avons toutes et tous commencé à entreprendre et avec des objectifs issus de la COP21, traduite en France par la stratégie nationale bas carbone, qui nous amène à décarboner le secteur de façon assez puissante dans les années à venir. Et on sait que 50% du gain carbone est dans la rénovation. Et donc, on est ravis de cette mobilisation des pouvoirs publics. Et de l'autre côté, on sait pouvoir compter sur les professionnels, puisque les professionnels eux-mêmes, déjà aujourd'hui, 50% du chiffre d'affaires de la filière bâtiment est dédié à la rénovation. On a des professionnels qui sont aguerris, qui sont montés en compétence sur un grand nombre de sujets qualitatifs et qui sont l'arme au pied à pouvoir répondre aujourd'hui aux demandes, on va dire, sociétales, en fait, de cette massification de la rénovation. Alors, que maintenant nos amis Sylvain Couat et Olivier Bourris nous rejoignent pour poursuivre la discussion. La région des Pays de la Loire est particulièrement impliquée dans la rénovation, mais jusqu'à maintenant, on l'avait vu avec l'animation de l'ensemble des plateformes de rénovation pour les particuliers. Et là, on a un appel à projet sur la rénovation, sur un grand nombre d'ouvrages qui concernent beaucoup d'acteurs. Et on sait qu'on a besoin, en fait, d'effets de levier pour parvenir à cette massification de la rénovation. Et cet appel à projet qui est très concret, pratique, pragmatique, avec on parle d'effet de levier, avec des conséquences financières, un apport financier qui est significatif. On a là, à un moment, on a parlé d'alignement des planètes sur un ensemble de réglementations et d'appui national. Et là, on a un alignement des planètes en local avec aussi des soutiens d'un certain nombre de collectivités infrarégionales. Et donc, c'est tout ça on va se raconter ensemble. Donc, Sylvain Couat, tu es chargé de programme efficacité énergétique au Conseil régional et c'est toi qui vas nous décrire cet appel à projet de façon plus précise et tu travailles au service de transition énergétique, au pôle efficacité énergétique et logement de la direction transition énergétique et environnement de la région. Et puis, dans la foulée, Olivier Bourris viendra présenter les financements de la Banque des Territoires. Vous êtes directeur territorial Maine-et-Loire de la Banque des Territoires. Voilà, on a un ensemble d'intervenants qui sont à votre disposition. Et quand je dis à votre disposition, c'est le dernier point que je voulais souligner dans cette introduction. Je me ferai votre porte-parole. Je parle à la centaine de participants qui sont avec nous en ce moment. Je me ferai votre porte-parole auprès des intervenants qui vont intervenir sur un peu moins d'une demi-heure. Et donc, on aura une demi-heure d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et donc, je me ferai votre porte-parole auprès des intervenants. Et parfois, si jamais on n'a pas la réponse immédiate, nous nous engageons à vous faire une réponse par mail dans les jours qui viennent pour que vous puissiez être le plus en capacité de répondre à cet appel à projet. Alors, Sylvain, c'est une grande première, cet appel à projet. Et c'est aussi une grande première aujourd'hui, c'est le lancement. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'autres réunions de lancement. C'est un moment particulièrement important. Donc, à toi la parole pour nous décrire un petit peu cet appel à projet. Alors bonjour à tous, merci Pierre-Yves. Donc effectivement, cet appel à projet, c'est une première pour la région des Pays de Loire. Initialement, en fait, la région avait des dispositifs de droit commun pour accompagner les bailleurs et les collectivités sur la rénovation énergétique du parc bâti. Donc ces dispositifs ont été abrogés récemment, ils dataient depuis de nombreuses années, ils étaient un petit peu obsolètes et il fallait remettre un petit peu ça au goût du jour. Et donc la région a décidé de lancer un appel
à projet en partenariat avec la Banque des Territoires notamment, puisque la région et la Banque des Territoires ont une convention de partenariat qui regroupe tout un ensemble de thématiques sur lesquelles elles travaillent ensemble, et la rénovation énergétique en fait partie. Donc on s'est associé pour lancer cet appel à projet, et donc le contexte de l'appel à projet, il est notamment issu du SRADET, donc le schéma régional d'aménagement et de développement durable pour l'égalité des territoires, il me semble, qui a été adopté en décembre 2021 par la région. Donc c'est un grand schéma, comme on connaît souvent dans les collectivités ou au niveau des institutions, qui fixe un certain nombre d'enjeux sur notamment l'environnement, mais pas que. L'idée de ces schémas, une fois qu'ils sont adoptés, c'est de les mettre en œuvre de manière opérationnelle. Donc dans ce schéma, en fait, on retrouve tout un ensemble d'enjeux à horizon 2050 qui sont pour la plupart résumés ci-dessous. Donc on a des objectifs de réduction de la consommation énergétique, donc une division par 2 de la consommation énergétique sur le territoire, une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre, un objectif de région à énergie positive, donc dans les grandes lignes, un équivalent de 100% de production d'énergie renouvelable et de récupération sur le territoire par rapport à ce qui est consommé. Des enjeux également sur tout ce qui est flux de matière, donc sur le principe des 4 R et de l'économie circulaire, des enjeux sur la ressource en eau, donc sur sa qualité et sur sa quantité, la préservation de la biodiversité, et puis faire face au changement climatique notamment, avec toutes les questions techniques qui vont autour, et également les questions de santé, et sur lesquelles on peut intégrer également la qualité de l'air. Donc voilà, donc ça c'est une liste non exhaustive de tous les enjeux environnementaux qui sont cités dans le SRADET. Et la question aujourd'hui, c'est comment la filière bâtiment peut contribuer à ces enjeux. Donc c'est un peu l'objectif de l'appel à projet, d'essayer d'intégrer une approche plus transversale et plus complexe des projets de rénovation énergétique du bâtiment. Donc pour ça, on a créé cet appel à projet. Cet appel à projet, donc il est principalement ciblé sur 3 catégories de bâtiments. On va retrouver les bâtiments tertiaires classiques dans les grandes lignes, un petit peu tout ce qui est bureau, administration, école, ainsi de suite. La deuxième catégorie, donc, qui est appelée logement adapté, on est sur tout ce qui est logement à occupation continue. Donc on est principalement sur des bâtiments de logement de santé, par exemple, les maisons de retraite, les foyers logements, les EHPAD ou ainsi de suite. Et la troisième catégorie concerne donc les petits commerces et activités socio-culturelles. Donc on va retrouver donc les équipements sportifs, les petits commerces de moins de 200 mètres carrés, les bâtiments culturels, théâtres, autres. Voilà, donc pour ces catégories de bâtiments, à chaque fois, on a défini donc une cible de bénéficiaires. Donc sur les anciens dispositifs, les cibles étaient principalement les collectivités ou les bailleurs sociaux pour tout ce qui était logement. Dans cet appel à projet, c'est beaucoup plus large puisqu'on va retrouver les collectivités, les entreprises et les associations. Je peux t'interrompre 2 secondes, Sylvain. Oui, Pierre-Yves? Est-ce que si on résume pour le bâtiment tertiaire, en disant c'est les bâtiments tertiaires publics? Bâtiments tertiaires publics ou privés. Les entreprises sont éligibles à l'appel à projet. Ah oui, donc avec les bureaux. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est bien un accompagnement au dispositif éco-énergie tertiaire qui prévoit une rénovation, une obligation de rénovation sur les prochaines années sur les bureaux. Alors c'est en lien, c'est pas directement corrélé au dispositif éco-énergie tertiaire, qui est une obligation de l'État, avec les horizons à 2030, 2040 et 2050. Là, on est sur quelque chose qui est en parallèle en quelque sorte, mais qui n'est pas complètement, enfin directement lié au dispositif éco-énergie tertiaire. Alors les cibles par contre, énergétiques qui ont été fixées, enfin énergie et gaz à effet de serre qui ont été fixées, elles se rapprochent, hein, bien entendu des enjeux, dispositifs éco-énergie tertiaire. Voilà, donc en gros, ces cibles sont décrites là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, on s'est basé pour définir ces cibles sur, le niveau de l'étiquette B du DPE, de ces typologies de bâtiments. C'est pour ça que ces typologies aussi sont distinctes, c'est que le DPE, de tout ce qui est, tertiaire ou autre, définit différentes catégories et on retrouve en fait ces catégories dans l'appel à projet. Voilà, donc c'est pas stricto sensu l'étiquette B, mais on est dans les grandes lignes, il y a quelque chose qui s'en rapproche.
Voilà pour les types de projets et les cibles. Et donc une fois qu'on a respecté ces alors sur la diapo d'avant, les cibles permettent en fait de dire que le dossier peut être déposé. Si on atteint ces cibles-là, on peut déposer le dossier. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour être retenu à l'appel à projet. L'appel à projet ensuite va, dans le cadre de l'instruction, on va analyser tout un ensemble de thématiques qui peuvent se raccrocher, au sujet de la rénovation énergétique du bâtiment. Donc, on aura bien entendu donc la performance globale énergie-climat du bâtiment, donc sur, le niveau de consommation énergétique atteint et les émissions de gaz à effet de serre, au final qui seront émises par le bâtiment. La contribution au développement des énergies renouvelables, donc les sources d'ENR choisies, est-ce que c'est, en adéquation avec les besoins du bâtiment? Est-ce que c'est cohérent avec le territoire également? Ces sources d'ENR et aussi comment elles sont utilisées au niveau du bâtiment? Est-ce qu'il y a un pilotage? Est-ce que c'est, de l'autoconsommation ou est-ce que c'est juste, de la revente ou de la production? Un troisième point donc sur la matière, donc les flux de matériaux, est-ce que le bâtiment, enfin le projet fait appel à des matériaux de réemploi ou contribue à mettre sur le circuit des matériaux de réemploi liés à une dépose notamment? Est-ce que le projet valorise des matériaux biosourcés, géosourcés sur des filières locales ou autres, contribue également à du stockage du carbone? Et ensuite, comment sont gérés, les déchets de chantier? Donc est-ce qu'il y a des projets pour réduire ces déchets de chantier, pour, les valoriser au mieux, dans les bonnes filières? Ensuite, donc on a la question de l'adaptation au changement climatique. Donc est-ce que le bâtiment, le projet prend en compte la gestion du confort d'été, pour faire face aux canicules notamment, qu'on connaît de plus en plus? Est-ce qu'il contribue à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui, là, est plus une dimension de quartier, on va dire. Est-ce que la gestion des eaux pluviales est prise en compte? Est-ce qu'il y a des dispositifs ou une réflexion sur la consommation d'eau, par rapport aux usages du bâtiment? Voilà, donc toutes ces questions-là qui tournent un petit peu, autour de la question de l'adaptation au changement climatique. En parallèle également, la question de la biodiversité, donc comment on fait pour, préserver, valoriser ou développer, la biodiversité faunistique ou floristique sur le site? Est-ce que ça fait partie d'une continuité verte? Est-ce que, il y a des choses comme ça qui sont mises en place? Est-ce qu'on a identifié des espèces présentes qu'il faut préserver? Comment on fait pour les préserver? Et ainsi de suite. Au-delà des critères techniques, il y a également donc des critères organisationnels qui vont être analysés. Donc, la stratégie du maître d'ouvrage, est-ce qu'on est sur un projet unique, isolé ou est-ce qu'on est sur une stratégie plus globale à l'échelle du patrimoine du maître d'ouvrage? Est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau-là? Est-ce qu'on a également une réflexion sur l'usage du bâtiment? Comment on fait notamment pour, augmenter l'intensité d'usage du bâtiment, pour mutualiser les activités, avoir un taux d'occupation un peu plus élevé? Si on prend l'exemple d'une école, par exemple, on sait que son occupation, globale à l'échelle de l'année, on est, je crois, aux alentours de, 40. Est-ce qu'on peut optimiser, cet usage? Pour notamment, éviter d'avoir ensuite à construire un autre bâtiment qui répondrait également à un autre usage avec un taux d'occupation de 30, ainsi de suite. Donc voilà, donc, est-ce que cette réflexion-là a lieu? Est-ce qu'on a trouvé des solutions? C'est l'objectif de ce sujet-là. Et ensuite, dans le projet, dernier volet, est-ce que les usagers du bâtiment, ont été impliqués donc, dans le projet? Donc, soit via de la concertation pour, notamment les choix techniques, qui peuvent être réalisés sur le projet, sur, les choix d'usage du bâtiment. Ça rejoint un petit peu le point précédent. Ensuite, comment ils sont associés à la démarche environnementale également? Est-ce qu'ils sont sensibilisés aux économies d'énergie, aux enjeux environnementaux, à la biodiversité ou autres? Est-ce qu'ils sont également mis à contribution pour, atteindre ces objectifs-là? Voilà, donc tous ces critères en fait donc, seront, regardés dans le cadre des projets. Alors, l'idée, c'est pas qu'un projet, bien sûr, réponde, parfaitement à l'ensemble de ces critères, hein. Un maître d'ouvrage ne pourra pas répondre à tout, sur tous les points, mais c'est que le maître d'ouvrage, puisse mettre en avant des points forts, dans son projet sur, ce qu'il met en place par rapport au regard de tous ces enjeux environnementaux.
Donc, par exemple, la gestion de l'eau, si c'est pas un sujet ou si ça n'a pas été pris en compte par le maître d'ouvrage, c'est pas grave. Si par ailleurs il a traité le sujet de l'adaptation au changement climatique sous un autre angle, s'il a pris en compte des écomatériaux ou autre. En fait, dans cette liste d'enjeux environnementaux, alors l'idéal serait bien sûr de tous les traiter, mais on n'en est pas encore là. L'idée, c'est d'y arriver petit à petit et commençons progressivement. Donc, le maître d'ouvrage devra bien sûr mettre en avant quelques points forts qu'il a réussi à développer, mais il ne sera pas obligé de répondre de manière exhaustive à tous ces sujets. Voilà, donc par rapport à ça, donc les dossiers seront instruits, seront analysés et il y aura donc un comité de sélection qui se réunira pour choisir les lauréats. Donc ce comité de sélection donc sera, principalement composé donc, des référents techniques, régionaux, donc les instructeurs des dossiers en interne à la région, de la Banque des Territoires et également de NovaBuild, qui est le partenaire technique de ce projet, enfin de cet appel à projet. Alors, pour le financement du projet, donc on est sur une aide qui peut s'élever à hauteur de 200 000 € et qui correspond à 20% maximum des dépenses éligibles. Ce taux de 20% pourra être modulé aussi en fonction des différents projets et des bases juridiques sur lesquelles, on va s'appuyer pour, attribuer les aides. Donc ça peut être notamment minimis, ça peut être, le code général des collectivités. En fait, en fonction des projets, on va devoir s'adapter. Mais dans les grandes lignes, l'idée, c'est d'attribuer une aide de 20% plafonnée à 200 000 €. Cette aide sera programmée en 2024, puisque le temps qu'on instruise les dossiers, du coup, ce sera mis sur le budget 2024 et dans les dépenses éligibles, on va retrouver donc l'aide aux études qui permettent de construire le projet et d'accompagner le maître d'ouvrage dans sa démarche. Donc on va retrouver bien sûr, les audits énergétiques et thermiques et puis tout ce qui va contribuer aussi à la prise en compte des enjeux environnementaux, donc les diagnostics biodiversité, les diagnostics, sur, les matériaux, les maîtrises d'œuvre spécialisées qui pourront aussi accompagner le maître d'ouvrage dans ces études-là, enfin dans ce projet-là, les études de faisabilité d'énergie renouvelable et ainsi de suite. Et ensuite, on aura l'aide aux investissements, donc les investissements directement liés en fait à la réalisation des objectifs environnementaux. Que ce soit sur la rénovation de l'enveloppe du bâti pour l'énergie, mais également tout ce qui va tourner autour avec la biodiversité, l'îlot de chaleur urbain ou ainsi de suite. Et ensuite pour le dépôt des candidatures, donc la date de dépôt des candidatures est fixe la date maximale de dépôt des candidatures est fixée au 1er octobre 2023. Donc on vous invite bien sûr, au préalable à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous faire accompagner pour le montage du projet. Heu et donc le dépôt des dossiers se fait sur la plateforme de dépôt, des aides régionales, donc vous y avez accès en fait en ligne via notamment, la page du site internet dédié à cet appel à projet, qui va vous donner toutes les informations, tous les documents pour constituer le dossier et qui va vous donner le lien vers la plateforme de dépôt des aides. Sur le site régional, vous avez également, les coordonnées pour, nous joindre, au niveau de la région si vous avez des questions ou autres. Voilà, donc vous retrouverez, hein, ces liens seront disponibles sur la présentation qui sera accessible en ligne suite, au webinaire. Et donc aujourd'hui, pour construire votre projet, donc bon, pour beaucoup, vous avez déjà vous prenez déjà en compte ces sujets-là dans vos projets, mais sur le territoire, il y a pas mal de ressources qui existent. Alors bon, en premier lieu, NovaBuild, hein, ici présent, qui nous accueille pour ce webinaire, qui est un peu spécialiste de tous ces sujets-là dans le domaine de la construction et qui est là pour vous accompagner. Donc c'est un centre de ressources, très riche. Donc n'hésitez pas à consulter, leur site internet, à les contacter ou autre si vous avez des questions, des besoins d'accompagnement ou autre. Ils proposent déjà tout un ensemble de webinaires qui sont peut-être accessibles déjà sur certaines thématiques. Il y en a déjà eu notamment sur la biodiversité dans le bâti, ainsi de suite. Après par ailleurs donc sur ces projets-là, donc on a déjà tous les relais, régionaux, donc comme Fibois pour, la construction bois, le biosourcé ou autre. Il y a le collectif biosourcé, il y a les relais ENR aussi dans les territoires, la LPO sur le volet biodiversité, l'ADEME aussi qui peut contribuer notamment en tant que centre de ressources, le CEREMA, enfin c'est pas du tout exhaustif, mais il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas en fait à
à chercher ces relais, à les contacter ou autres pour avoir des informations sur la prise en compte de ces enjeux dans votre projet. Et ensuite, donc au-delà de la phase de conseil amont en quelque sorte, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par des bureaux d'études spécialisés ou des aides à maîtrise d'ouvrage spécialisés sur ces sujets-là. C'est le meilleur moyen en fait aujourd'hui de prendre en compte correctement ces enjeux-là dans un projet. Ça évite les erreurs, les raccourcis ou autres, et ça permet en fait d'avoir un vrai accompagnement, puisque la prise en compte de ces enjeux-là dans les projets en fait s'anticipe tout simplement. C'est vraiment le point clé. Il faut anticiper ces enjeux-là pour que le projet puisse se faire dans les meilleures conditions. Au-delà de ça, au fur et à mesure, en lien avec NovaBuild, on va également essayer de créer une boîte à outils à destination des maîtres d'ouvrage pour vous permettre de comprendre ces enjeux et comment on fait pour les intégrer dans les projets de rénovation énergétique des bâtiments. Donc ça viendra dans un second temps, ça prendra la forme de webinaires, de documents d'information, d'outils ou autres. Voilà. Et donc l'idée à terme, en fait, c'est de tirer un peu l'ensemble des projets vers le haut pour démocratiser un peu cette approche globale des enjeux environnementaux dans le bâti. Voilà. Donc pour ce qui est de la région, j'ai terminé la présentation. Ça concerne vraiment le cœur technique de l'appel à projet. Et je vais laisser la parole donc à Olivier pour le volet Banque des territoires. Juste avant de donner la parole à Olivier, on a déjà une bonne quinzaine de questions. Hein. Je vous demande de rester un tout petit peu patient puisque on va commencer à y répondre juste après l'intervention d'Olivier Bourris. Un petit mot aussi, puisque dans les questions, il y en a une qui portait sur la diffusion des informations. À la fois, ce webinaire et en replay sera disponible pour toutes et tous sur notre chaîne YouTube dans la journée. Donc, vous pourrez y accéder et diffuser ce lien assez rapidement, et y compris donc le PowerPoint. Juliette Clavis qui organise avec nous ce webinaire vous a mis le lien tout à l'heure. Alors Olivier Bourris, pour une dizaine de minutes, le dispositif de financement que vous avez prévu pour accompagner ou porter le dispositif de la région, si vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît. Bien sûr, je vais vous le présenter bien volontiers. Bonjour à tous. D'abord, je veux dire que je suis ravi au nom de la Banque des Territoires d'être aux côtés de NovaBuild et de la région ce matin dans le cadre de ce webinaire. Vous rappeler peut-être simplement que la Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts, c'est une direction interne de la Caisse des dépôts. Donc, la Caisse des dépôts, établissement placé sous la surveillance du Parlement, les deux chambres parlementaires, Sénat et Assemblée nationale. Et notre rôle est d'être présent sur tout le territoire national au travers d'un réseau de directions régionales. Et en Pays de la Loire, nous sommes présents sur 2 sites, à la fois à Nantes et à Angers, pour servir l'ensemble du territoire ligérien, l'ensemble des départements. Voilà, peut-être simplement en introduction pour compléter, vous redonner ce schéma-là qui explique peut-être plus précisément comment est-ce qu'on se positionne et comment est-ce qu'on peut travailler. La Caisse des dépôts mobilise des ressources financières qui sont soit constituées de l'épargne populaire et singulièrement du livret A, qui est l'argent des Français épargnés sur ce livret d'épargne. Les ressources propres de la Caisse des dépôts, et puis des ressources qui sont également mobilisées au travers des partenariats, que ce soit un partenariat avec la Banque européenne d'investissement, qui nous permet de faire des prêts, de distribuer la ressource de la BEI sur le territoire national, et puis également avec la SFIL, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts désormais, et qui est aussi un moteur de financement pour apporter les ressources nécessaires à la réalisation des projets. Donc on est dans un schéma où l'État impulse les politiques publiques. Je dis l'État au plan national, mais c'est également plus localement les collectivités locales qui déploient leur politique, que ce soit la région, nous sommes aux côtés de la région dans ce webinaire et dans cet appel à projet, mais également les métropoles, les agglos et les communes,
aussi à l'échelle communale. Et notre rôle, c'est d'accompagner l'ensemble de ces acteurs dans la mise en œuvre de ces politiques. Nous, on propose des ressources financières pour financer en prêt des projets, et singulièrement des projets de rénovation du bâti, en particulier du bâti public, puisque c'est notre cible privilégiée, et concourir ainsi au développement territorial. Et ce point de la rénovation du bâti public est un point fondamental pour nous. Il est aujourd'hui au cœur de notre stratégie. C'est un partenariat très étroit avec le ministère de la Transition écologique pour intervenir dans l'amélioration énergétique, dans la réduction des consommations, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la réalisation aussi d'économies budgétaires, puisque c'est important de la part des propriétaires publics, sur les millions de mètres carrés de bâtiments publics existants au plan national. Pour atteindre cet objectif, nous avons en particulier deux offres de financement. Une offre cœur de cible qu'on appelle le GPI Ambre et qui est dédiée à la transformation écologique et dédiée au financement des rénovations énergétiques du bâtiment. On peut intervenir selon trois modalités. Vous retrouvez les trois ressources de financement et les trois modalités d'intervention que j'esquissais à l'instant. Une offre de financement, une offre de prêt indexée sur le livret A. Donc, on intervient à des conditions financières qui sont extrêmement simples et extrêmement claires, au taux du livret A plus 0,4%. Aujourd'hui, le livret A, c'est 3%, donc ça nous permet de faire des prêts à 3,4%. Et ce taux évolue selon l'indexation du livret A, à la hausse ou à la baisse, mécaniquement, de manière automatique, sur les échéances de prêts à venir. Quand le livret A augmente, l'échéance s'ajuste à la hausse. Quand le livret A baisse, l'échéance s'ajuste automatiquement à la baisse en gardant cette petite marge de 0,4%. Avec cette modalité, nous sommes capables de financer 100% du besoin d'emprunt nécessaire au projet sur des durées, vous le voyez, de 25 à 40 ans, puisque le positionnement de la Banque des Territoires et plus globalement de la Caisse des dépôts, c'est d'intervenir sur les financements de long et de très long terme. Cette offre GPI Ambre, elle est également mobilisable au travers de notre partenariat avec la Banque européenne d'investissement. Dans ce cas, on propose des financements un peu plus courts, sur des durées de 15 à 25 ans, puisque on intervient en taux fixe, donc sur du taux fixe, mais nécessairement sur des durées un peu plus courtes. Et puis, elle est également, et ça c'est récent, ça n'existe que depuis quelques mois, elle est également mobilisable sur l'autre ressource, qui est celle de la SFIL, également en taux fixe, et là sur des durées qui sont plus longues. C'est assez exceptionnel d'avoir cette capacité de proposer du taux fixe sur des durées de 25 à 40 ans. Donc ça, c'est le cœur de cible de notre intervention fléchée sur la rénovation des bâtiments. Il n'y a pas d'enveloppe limitative, donc on n'est pas dans une logique d'enveloppe limitée, c'est-à-dire épuisée à partir d'un certain montant. Nous avons la capacité à proposer ces prêts sans cette problématique de limitation d'enveloppe. 100% d'intervention, 100% de financement, je l'ai dit, notamment sur le livret A, et puis la capacité à proposer donc ces taux fixes sur des durées de 15 à 40 ans, globalement, entre l'offre BEI et l'offre SFIL. Les taux fixes sont soumis à un barème mensuel. Qui dit taux fixe dit barème mensuel. C'est très très classique pour les acteurs du financement. Et c'est au moment de la signature du contrat de prêt qu'on fige ce taux fixe. Je pourrais vous donner, si vous le souhaitez, les taux en vigueur pour ce mois de mai 2023, mais ce ne sont évidemment pas ceux-là qui seront mobilisables au moment de la mise en œuvre des financements à l'issue de l'appel à projet, puisque
les choses se feront un peu plus tard dans le calendrier qui ont été indiqués à l'instant par Sylvain. Et puis, deuxième élément de notre offre, ce qu'on appelle la revitalisation urbaine, c'est une offre de prêt un peu différente qui cible des territoires prioritaires et seulement des territoires prioritaires. Ces territoires prioritaires sont les zonages administratifs définis dans le cadre des quartiers politiques de la ville, définis dans le cadre de la politique de la ville, que ce soit, quel que soit le niveau de labellisation des quartiers, mais également les territoires Action Cœur de Ville, c'est-à-dire les 9 villes labellisées Action Cœur de Ville en Pays de la Loire, et également des communes souvent plus modestes qui sont labellisées communes petites villes de demain. Ça, ce sont des labellisations qui ont été mises en œuvre par les services de l'État, et ça concerne une centaine de communes à l'échelle de la région Pays de la Loire. Sur ces zonages, nous sommes en capacité de proposer également une offre financière à des conditions un peu différentes. La marge est un peu différente en livret A, parce qu'on est à livret A plus 0,60. On est également en capacité de proposer 100% du financement sur des durées qui sont également un peu différentes, avec une capacité de faire des prêts plus courts sur des durées de 5 à 30 ans. Précision importante, sur ces zonages, on est également en capacité d'intervenir auprès de contreparties privées, donc des entreprises qui sont, notamment sur le tertiaire, qui sont incluses dans le champ d'intervention de l'appel à projet. Là, on est également capable d'intervenir sur des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments publics. L'offre taux fixe BEI est mobilisable, toujours sur cette durée de 15 à 25 ans. Par contre, ça n'est pas ouvert à l'offre SFIL, vous le voyez dans le tableau, c'est une exception. Quelques précisions sur l'offre GPI Ambre, puisque vous l'avez compris, c'est quand même le cœur de notre offre. Les emprunteurs éligibles, vous les avez sur le visuel. Ce sont les opérateurs publics, toutes les collectivités et leurs groupements, également des groupements de coopération sanitaire comportant donc au moins un établissement public de santé, les établissements publics locaux et nationaux. Certains opérateurs privés sont éligibles, ce sont les entreprises publiques locales, que ce soit les SEM ou les SPL, les sociétés publiques locales, les groupements de coopération sanitaire, et puis les acteurs qui sont des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique. Donc, vous voyez que l'offre GPI Ambre, elle est quand même très recentrée sur les acteurs publics et assimilés. Les projets éligibles sont globalement les projets de rénovation énergétique du bâti, à la condition de réaliser au moins 30% de réduction des consommations d'énergie. Donc, on est moins 10 ans que l'objectif ambitieux de l'appel à projet. Donc, le principe est plutôt de dire que si le projet a répondu aux objectifs de l'appel à projet en matière de réduction des consommations, alors le projet sera sur ce point éligible à notre offre GPI Ambre, sous réserve évidemment d'être un emprunteur éligible. Et ce gain de 30%, il est estimé sur la base d'un diagnostic récent. Comprenez un diagnostic de moins de 24 mois, de moins de 2 ans, qui permet d'avoir une comparaison avant-après des consommations sur le site, donc sur la base des consommations réelles et des consommations estimées post-travaux, permettant de confirmer ces 30% de réduction, donc de l'atteinte de cet objectif. Voilà pour la présentation rapide de notre offre. Je vous donne ensuite 2 exemples qui n'ont pas de valeur particulière, si ce n'est peut-être 2 exemples récents de nos interventions.
ayant mobilisé ces financements GPI Ambre. Le premier exemple en Loire-Atlantique, à La Chapelle-Launay. On est sur des travaux de rénovation énergétique de la mairie, de la salle polyvalente attenante à la mairie et du groupe scolaire Jules Verne. Vous voyez, on est sur site à La Chapelle-Launay pour des travaux qui ont porté sur des travaux d'isolation, des travaux concernant le système de chauffage, le relamping des classes dans l'école, le remplacement des vérandas et des menuiseries extérieures. Voilà, on est sur des travaux très, très concrets liés au bâti et au système de chauffage. Et on atteint ces 30% de consommation énergétique en moins. C'est un projet qui était estimé à 725 000 euros et le prêt GPI Ambre représente environ 40% de ces, même 45% du coût de ces travaux. Le reste des financements, ce sont soit des fonds propres apportés par la collectivité, soit des subventions si le plan de financement a permis de réunir des subventions. Et puis le deuxième exemple, qui lui est encore plus récent, c'est en Maine-et-Loire, sur l'agglomération angevine, la rénovation de l'école Marcel Pagnol à Montreuil-Juigné. C'est à nouveau un sujet scolaire parce que c'est un volet très important de la rénovation des bâtiments publics. Et c'est une cible dans la cible, hein, c'est un enjeu particulier, le bâti scolaire. Donc à Marcel Pagnol, pareil, hein, des travaux structurels sur le bâti qui permettent d'atteindre ici 40% de réduction de consommation énergétique et même 80% de réduction des émissions de GES avec le recours à des solutions de géothermie. Là, le coût du projet à 2,8 millions, c'est plus important que sur l'exemple précédent, et le financement en GPI Ambre de la Banque des Territoires représente quasiment 50% du coût global, aux côtés des subventions et du financement en autofinancement mobilisé par la commune de Montreuil-Juigné. Je termine pour vous redonner les contacts utiles en région. Ouais, je vous disais 2 sites tout à l'heure, hein, puisque les équipes de la Banque des Territoires en Pays de la Loire sont soit à Nantes, soit à Angers. À Nantes, on dessert donc les 2 départements littoraux de Loire-Atlantique et de Vendée, et vous avez ici les coordonnées de mes 2 collègues, Claire-Anne David Lecourt en Loire-Atlantique et Frédéric Vollet en Vendée. Et puis depuis Angers, mes coordonnées, et puis celles de mon collègue Olivier Variot, qui lui travaille sur les 2 départements du nord-est de la région, la Sarthe et la Mayenne. Et ce sont ces points de contact à privilégier pour toute information complémentaire dans le cadre de l'appel à projet. Merci beaucoup Olivier, merci Sylvain. On va démarrer le moment d'échange avec une première question peut-être pour Sylvain et avec en précisant un petit peu la différence entre les deux types d'aides. On est bien d'accord du côté de la région, il s'agit d'une subvention, ce sont des aides non remboursables, il ne s'agit pas de prêts, ce que vous allez proposer. Effectivement, côté région, donc on est sur une subvention. Un peu sur le même principe que les dispositifs précédents, sauf que là, donc ça reste un appel à projet, donc il y aura une sélection, donc tous les candidats ne seront pas retenus. La Banque des Territoires propose des prêts, et donc il ne faudra pas forcément être lauréat de l'appel à projet par la région pour obtenir les lignes de prêt de la Banque des Territoires. L'accès en fait au crédit de la région de la Banque des Territoires ne sont pas directement liés. Et comment les deux sont compatibles? On peut déposer le même dossier en même temps? Comment est-ce que vous avez assuré cette compatibilité? Alors dans le formulaire type pour déposer un dossier à l'appel à projet, en fait, sur la première page du formulaire, il y a une question spécifique qui demande en fait tout simplement au maître d'ouvrage, lorsqu'il est potentiellement éligible aux lignes de crédit de la Banque des Territoires, s'il souhaite que son dossier soit étudié en ce sens. Et à partir de là, du coup, il y aura un lien qui sera fait entre la Banque des Territoires et le maître d'ouvrage pour étudier ses possibilités au regard du projet.
Et toujours en termes de compatibilité, on a beaucoup de questions sur caractère compatible avec les autres aides que, par exemple, le Conseil régional peut apporter aux collectivités. Est-ce que ça vient s'additionner? Est-ce que ça vient se substituer aux aides de droit commun? Alors, les aides de droit commun de la région et l'aide de l'appel à projet ne sont pas cumulables. En général, entre les dispositifs régionaux, il n'y a pas de cumul possible. Ça permet de mieux répartir en fait les financements régionaux sur l'ensemble des projets qu'on peut retrouver dans le territoire. Par contre, il n'y a pas d'interdiction de cumul entre l'aide régionale sur l'appel à projet et les autres aides publiques qu'il peut y avoir par ailleurs, comme notamment les aides du Fonds européen, les aides leaders, les aides de l'État ou de toute autre collectivité autre que la région. Et d'ailleurs, puisque tu parles de fonds européens, il y avait une question assez simple, c'est aussi d'où viennent les aides? Est-ce que c'est le budget propre de la région ou est-ce que c'est aidé par des fonds européens? Et est-ce que donc ça veut dire qu'on est quand même soumis aux règles habituelles de demande de fonds européens? On est sur les aides de la région. D'accord. Fonds propres région. Fonds propres région. On peut rentrer un petit peu sur l'éligibilité. On a pas mal de questions autour des EHPAD et sur les structures juridiques porteuses des EHPAD, que ce soit des EHPAD associatifs, de mutuelles, mais on peut avoir la même question aussi sur les ZAP. Est-ce qu'il y a des différences qui sont faites dans l'appel à projet? Apparemment, c'est pas suffisamment détaillé dans l'appel pour que la question soit posée. Est-ce que tu as des réponses là-dessus? Alors sur les cibles, en fait, dans les grandes lignes, on n'a pas pu citer de manière exhaustive toutes les typologies de bâtiments. Bien sûr, donc sur tout ce qui est logement à occupation continue, il y a un petit etc. Et donc si vous estimez, donc ça dépendra aussi des projets en fait, hein, bien sûr, et des cibles de bénéficiaires. Donc on n'a pas pu mettre tout le monde par oubli parfois, parce que également on ne pourra pas soutenir tout le monde non plus. Donc à un moment il a fallu faire des choix, tout simplement. Donc après, s'il y a vraiment des questions spécifiques liées à un projet en particulier, enfin une typologie de bâtiment ou à une typologie de bénéficiaire, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous pour qu'on puisse échanger plus spécifiquement par rapport au projet. C'est dur d'avoir une réponse générale en fait. Donc pas de problème, ils peuvent t'appeler au téléphone ou Oui. t'envoyer un mail. Ou envoyer un mail sur la boîte mail générique de l'appel à projet. Donc maintenant, toujours dans l'éligibilité, sur les types de dossiers, une extension est-elle éligible? Alors une extension, c'est considéré comme une construction neuve, donc non. L'appel à projet est orienté uniquement rénovation énergétique. Alors, même principe, hein, parce qu'on ne peut pas tout soutenir, et aujourd'hui en matière d'économie d'énergie, puisque c'est l'une des vocations de l'appel à projet, c'est le secteur de l'existant à rénover qui est la priorité. Et est-ce qu'il y a une surface minimum? Il n'y a pas de surface minimum, il y a une surface maximum pour les petits commerces qui est de 200 mètres carrés, mais sinon pour tout le reste, il n'y a pas de critère de surface. Alors, il y a eu presque un débat sur la date d'éligibilité, puisqu'on est sur un appel à projet qui se termine à une certaine date. Et dans la date d'éligibilité, il est dit que les travaux ne doivent pas avoir commencé. Et le terme de travaux est peut-être pas complètement clair, parce qu'on peut considérer aussi qu'une étude fait partie des travaux. On indique que l'ordre de service doit être signé, mais est-ce qu'un acte d'engagement est un ordre de service? En fait, est-ce que là-dessus, il y a des choses qui sont extrêmement rigoureuses ou est-ce qu'on a une certaine souplesse? Et dans la question, il y a quelqu'un qui nous dit nous, on est censé démarrer nos travaux en 2023, fin 2023. Est-ce que c'est faisable de déposer un dossier alors que la subvention n'arriverait qu'en 2024? Alors, le versement de la subvention, la date de versement de la subvention n'est pas un problème en soi. Pour l'éligibilité des dossiers, ce qui compte, donc, c'est la date de dépôt du dossier. Donc là, en fait, le téléservice, il est ouvert. Donc si vous déposez un dossier demain et que vous démarrez les travaux dans l'été, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est que le dossier soit déposé et déposé complet sur la plateforme avant le démarrage des travaux. Donc le démarrage des travaux, effectivement, en général, c'est l'ordre de service qui est signé pour lancer les entreprises à poser les pierres ou changer les menuiseries ou autre. Donc, en général, c'est ce document qui fait foi pour dire on démarre les travaux. Les études ne font pas partie des travaux.
Donc en fait, effectivement, sinon, dans le délai imparti, on ne peut pas, là, dans les 6 mois, faire toutes les études et être prêt pour déposer un dossier d'ici octobre. Donc voilà, donc au niveau de la question des délais, on a vraiment donc il faut que le dossier soit quand même suffisamment mûr pour être déposé, puisqu'il faut qu'on connaisse les choix du maître d'ouvrage et qu'il soit capable, le maître d'ouvrage, de nous décrire son projet de manière suffisamment approfondie sur les différents critères techniques qui ont été présentés auparavant. Donc, si on est dans une étude de programmation, c'est suffisant. On n'est pas obligé d'être déjà dans l'étude de maîtrise d'œuvre. Effectivement, l'étude de programmation, il y a déjà en fait notamment les principaux choix qui sont faits et qui permettent en fait de répondre aux différentes attentes de l'appel à projet. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière parce que dans l'éligibilité, il y a un point que j'ai sauté. Est-ce que l'abaissement, des travaux assez simples, de simple abaissement des plafonds de l'école qui permet quand même de réduire de façon importante les consommations énergétiques, mais ce n'est pas des grands travaux de rénovation, d'isolation de l'enveloppe, etc. Est-ce que ça, c'est éligible? Alors, l'idée de l'appel à projet, donc il y a quand même une notion un peu élitiste parce qu'on ne va pas financer énormément de projets. Le but, c'est de sélectionner bien sûr les meilleurs et c'est aussi de répondre au maximum aux différents enjeux environnementaux qui ont été cités précédemment. Donc, des simples travaux d'abaissement de plafond pour isoler, donc c'est louable en soi, mais ce n'est pas la cible du tout de l'appel à projet. Donc il y a d'autres aides par ailleurs qui existent. Il y a des aides aux communes qui existent par la région. Il y a les aides, il y a les C2E qui existent. Il y a les aides de l'État également qui peuvent accompagner beaucoup plus facilement ces projets-là. La cible de l'appel à projet, c'est vraiment d'aller sur la performance énergétique et gaz à effet de serre poussé et la prise en compte des autres enjeux environnementaux. Certains on trouve tellement génial l'appel à projet qu'ils sont déjà en train de nous demander un prochain appel à projet. Est-ce que c'est un peu dans le pipe parce que vous avez prévu d'en faire un autre demain? Alors effectivement, donc comme j'en parlais tout à l'heure avec l'animation territoriale qui servira en fait à accompagner les maîtres d'ouvrage dans la prise en compte de ces enjeux-là, l'idée c'est pas de faire un one-shot, c'est plutôt d'aller dans une démarche constructive, progressive et de relancer des appels à projets régulièrement, donc 1 à 2 sessions par an selon en fait les budgets et le temps et puis aussi selon les résultats bien sûr de cet appel à projet, de le faire évoluer éventuellement à la marge en fonction des projets qu'on aura et des retours qu'on aura, notamment ça peut être sur les catégories de bâtiments ou sur les cibles, les bénéficiaires, il pourrait y avoir des évolutions ou autres. Donc cette première version, effectivement, elle vise plutôt des dossiers qui étaient déjà dans les tiroirs, en gros, vu qu'il faut déposer un dossier au 1er octobre. Voilà, on a quelqu'un qui nous dit c'est trop long pour faire un tour de table maintenant, on n'aura pas le temps de répondre à l'appel à projet dans les temps. Donc là, tu nous dis, si vous n'êtes pas en capacité de répondre avec un projet assez construit, eh bien, il y aura un deuxième appel à projet en 2024 voilà, vous c'est ça. Sachant que sur l'appel à projet, sur cette version-là, l'idée en fait, c'est que le projet soit suffisamment mûr également pour que les travaux démarrent dans le courant de l'année 2024, au plus tard. Parce qu'en fait, si aujourd'hui on vote un projet en fin d'année et que les travaux démarrent dans 3 ans, on a des conventions qui vont s'éterniser en termes de gestion d'argent public, en termes de fiabilité de la réalisation du projet ou autre. En fait, ça pose des soucis sur le long terme, ce qui fait qu'en fait, on programme de l'argent qu'on ne va pas dépenser sur. Il y a des gros risques en fait de mauvaise gestion. Voilà, donc l'idée en fait, c'est quand même d'avoir une approche assez efficace. Les projets, donc là, c'est la première version. Donc ceux qui avaient déjà ces approches-là environnementales dans leur projet peuvent déposer. Ceux qui ont également le temps nécessaire pour éventuellement faire évoluer leur projet sur ces sujets-là d'ici le mois d'octobre peuvent également déposer un projet. Et après, pour ceux qui ne sont pas encore lancés et qui souhaitent le faire, il y aura d'autres sessions d'appel à projet plus tard qui vont permettre de prendre le temps de construire le projet et de le déposer plus tard. On peut dire que vous avez fait un choix de favoriser l'éco-rénovation en favorisant les ressources locales, le biosourcé, le réemploi et en mettant l'accent sur le confort d'été. C'est un peu trop rapide de dire ça ou... C'est un des volets, effectivement, c'est pas le seul, mais ça fait partie du sujet. L'idée, c'est vraiment d'aller sur non pas que de la rénovation énergétique, comme on trouve aujourd'hui dans tous les dispositifs de rénovation, mais d'aller sur de la rénovation environnementale.
Donc, alors dans l'appel à projet également, donc il y a tous les critères que j'ai présentés auparavant qui sont listés comme des critères auxquels le maître d'ouvrage peut répondre. Il y a également un volet dans le formulaire un peu plus libre où le maître d'ouvrage peut très bien nous décrire un volet que lui estime important. Et qui n'apparaît pas dans la liste, tout simplement. Ça peut être sur la qualité de l'air intérieur, ça peut être sur, je sais pas, un volet d'insertion sociale, handicap, des choses comme ça. Ça peut être sur d'autres sujets environnementaux que nous n'avons pas pris en compte dans l'appel à projet parce qu'à un moment il a fallu faire des choix, mais qui pour autant peuvent être intéressants et importants. Alors après, il y a eu un grand débat, et je pense que c'est à l'origine, c'est par la prise de parole d'Olivier sur la compatibilité avec le dispositif éco-énergie tertiaire, avec des gens, et nous on est parfaitement en phase avec ce qui a été dit. C'est un petit peu dommage de ne pas être dans les mêmes objectifs, les mêmes exigences, et notamment en rappelant qu'on doit être à moins 60% de consommation énergétique à horizon 2050, avec un plan volontaire bâti par les acteurs. J'en profite pour vous dire, tu l'as dit rapidement Sylvain, mais qu'à Novabuild, on a un service d'accompagnement de la rénovation tertiaire des assujettis aux dispositifs éco-énergie tertiaire, donc les plus juste de 1000 m², et Margot a donné son adresse tout à l'heure. Est-ce que vous y avez réfléchi à réaliser cette compatibilité, et est-ce qu'il y a une bonne raison de regretter que ce ne soit pas plus compatible? Alors, on y a réfléchi bien sûr, ça fait partie des sujets. Alors après, harmoniser techniquement des dispositifs différents qui n'ont pas les mêmes cibles ni tout à fait la même vocation, ça reste très compliqué. Alors, on est sur un gain énergétique minimal de 50%, quel que soit nous le projet, pour pouvoir candidater à l'appel à projet. Bien sûr, on vous encourage à faire plus, si possible. Alors après, on se rapproche donc forcément déjà fortement de la base, enfin de la cible du dispositif éco-énergie tertiaire. Ensuite, dans l'appel à projet, grosso modo, on n'a qu'une cible, une cible et demie sur les 3, on va dire à peu près, qui pourrait correspondre à du tertiaire. Et sachant que nous, on n'a pas de critères de surface, donc dans le dispositif éco-énergie tertiaire, il n'y a qu'une partie des bâtiments tertiaires qui sont éligibles, enfin qui sont soumis au dispositif, aux obligations. Alors que nous, l'appel à projet est ouvert en fait également à ceux qui n'y sont pas soumis. Donc il y a ça, et dans le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est pareil, on est sur les consommations réelles mesurées, totales, et non pas sur les 5 usages réglementaires sur lesquels nous on s'appuie. Sachant que dans le dispositif éco-énergie tertiaire, il y a la base de Opérat qui doit suivre en fait les consommations réelles et qui permettra de faire ça sur le long terme. Nous, dans le cadre de l'appel à projet, en fait, on ne pourra pas demander les factures pendant 10, 15, 20 ans pour s'assurer des objectifs et verser in fine la subvention. Dans 15 ans. En fait, les modalités font que c'est hyper compliqué d'être parfaitement harmonisé. Sachant que nous, on tend également sur des enjeux environnementaux qui ne sont pas pris en compte dans le dispositif éco-énergie tertiaire. Sur la cible énergie gaz à effet de serre, on tend à s'en rapprocher et on invite bien entendu les maîtres d'ouvrage à aller directement sur la cible de 60% s'ils y sont soumis. Olivier, de votre côté, comment vous réagissez à cette question? Voilà. Je suis un peu dans les mêmes pas que la réponse de Sylvain. La question, objectivement, elle est très très bonne. Moi, je la trouve frappée au coin du bon sens. Nous, sur l'offre GPI Ambre, on se contente, si j'ose dire, de 30% de gains. Donc, on est effectivement moins exigeant, moins disant que d'autres critères. Si on était plus exigeant dans l'offre de prêt, la critique serait de dire ben non, la barre est trop élevée, c'est trop compliqué, c'est trop cher, ça nécessite trop d'investissement pour atteindre un tel niveau de performance. Donc, de ce fait, hein, on a limité l'objectif à 30%. Et déjà, on voit que c'est pas si simple, hein, la réponse n'est pas si évidente. Ça nécessite beaucoup d'investissements publics pour obtenir ce gain de 30%. Rien n'interdit, c'est là que je rejoins aussi complètement Sylvain, rien n'interdit de viser 60 d'emblée. Et si vous êtes éligible avec un projet à 30% de gain, vous l'êtes toujours pour le financement à 60%. Donc, surtout pas d'autocensure là-dessus, mais on fait plutôt le choix du pragmatisme avec un niveau d'exigence un peu moins haut pour pouvoir quand même être
dans cette logique d'incitation et puis avancer sur le sujet. Et ça laisse tout loisir d'être beaucoup plus exigeant, si vous souhaitez être beaucoup plus exigeant dans votre projet de transformation. Nous-mêmes, sur d'autres secteurs d'activité ou sur d'autres dispositifs, on est beaucoup plus allant sur le sujet. Par exemple, vous savez, certains d'entre vous savent qu'on est très mobilisé dans le cadre du dispositif Énergie Strong, conduit avec certains bailleurs sociaux de la région. Et là, l'ambition est très forte, puisque c'est d'atteindre E égale 0, avec une période de garantie E égale 0 sur 30 ans. Donc là, on est sur des rénovations beaucoup plus ambitieuses. Et je pense qu'il faut savoir moduler l'offre et se donner des étapes dans l'atteinte de l'objectif. Très bien. Alors, Sylvain, il y a une deuxième série de questions. Et alors, je te remercie beaucoup parce que tes réponses sont extrêmement courtes, donc on a pu, et directes, efficaces, on a pu absorber une vingtaine de questions sans presque s'en rendre compte. Puisque tu as donné le cadre 2023-2024, on a envie de savoir quel est le budget alloué par la région à cet appel à projet en 2023. Les gens ont envie de tout savoir, ils sont aussi citoyens, voilà, le budget et le nombre de projets. Parce qu'en fait, derrière, c'est aussi, quand on est candidat à quelque chose, beaucoup ont l'habitude de déposer des dossiers de candidature, et si on est 1 sur 200, c'est pas la même chose que si on est 50 sur 200. Alors, le budget, donc c'est un sujet un peu délicat sur l'année 2023, donc qui ne sera pas le budget de l'appel à projet, bien sûr, puisque le budget de l'appel à projet sera voté en fin d'année 2023 pour 2024. C'est à ce moment-là que seront votées les subventions. Pour l'année 2023, il y a eu 3 millions d'euros dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments publics sur, on va dire, la même cible qu'il y avait aujourd'hui sur sur les dispositifs de droit commun qui existaient auparavant. Donc on peut envisager le même budget, par contre il sera voté en décembre par les élus. Donc à partir de là, je ne peux pas me prononcer, mais on a cet ordre de grandeur en tête. Donc si on fait le calcul, tout simplement, si tout le monde dépose des dossiers et dont la subvention atteint le plafond, ça fait 15 dossiers. Ça paraît pas beaucoup. Après, on est sur des dossiers, sur un appel à projet qui vise quand même de l'excellence en quelque sorte. Donc aujourd'hui, sur les bâtiments publics, on recevait en gros une cinquantaine de dossiers par an sur le dispositif de droit commun qu'on avait. Et clairement, sur ces 50 dossiers, aujourd'hui, j'en vois à peu près 3 qui pouvaient prétendre à l'appel à projet. Donc, vu que c'était un premier lancé, on n'a aucune idée du nombre de dossiers qui sera déposé, on n'a aucune idée de la qualité des dossiers qui seront déposés. Donc en fait, cette première version va aussi permettre de calibrer l'appel à projet. Et en fonction de ça, libre aux élus ensuite de dire, écoutez, l'année prochaine, on met plus, ou on met moins, ou on estime que ça ne marche pas, ou qu'il faut le faire évoluer. Donc en fait, c'est un premier jet, ça sert de test également pour nous, et on devra aussi s'adapter en fonction des résultats de l'appel à projet. Donc c'est compliqué de répondre à cette question. On peut déjà s'engager auprès des participants, se dire on fera un bilan ensemble et C'est on le but. diffusera. Il y aura l'idée, ça va être aussi de communiquer sur les projets, d'en faire des vitrines, des retours d'expérience, de montrer que c'est possible, comment ça a été fait, ainsi de suite. C'est ce que fait la région sur l'ensemble de ses appels à projets en général, que ce soit sur l'économie circulaire, sur les énergies renouvelables, les réseaux ou autres. Il y a toujours des retours d'expérience, des journées techniques qui sont faites, une mise en valeur des lauréats, ainsi de suite, pour montrer en fait et communiquer là-dessus. Voilà. Alors, j'ai à nouveau donc quelques questions sur l'éligibilité. Est-ce qu'il y a un pourcentage minimum de participation à la maîtrise d'ouvrage qui est attendu, ou ils ont un tour de table assez libre? Ça dépend des projets en fait. Sur la maîtrise d'ouvrage public, en général, il y a potentiellement beaucoup de cofinancement et il y a des règles de cumul d'aide publique qui s'appliquent. Donc en fonction les règles de de droit ça, commun, en fait. voilà. Dans le privé également, en fait, donc soit on est soumis à minimis et dans ce cas-là, on regarde les plafonds de minimis, soit on a également un régime cadre notifié qui implique des plafonds d'aide publique en fonction de la taille de l'entreprise. L'entreprise au sens juridique et européen du terme, c'est-à-dire qui exerce une activité économique. Donc une entreprise, en ce sens-là, peut être une association, une collectivité ou une entreprise plus classique. Les SEM et les SPL sont bien éligibles. Il n'y a pas
questions juridiques, des statuts de porteurs de projets qui ne seraient pas, à partir du moment où ils sont maîtres d'ouvrage? Oui, alors tout dépendra des projets, mais oui, collectivité, groupement, syndicat mixte, entreprise. Alors le statut des SEM et SPL, SEM, mais c'est une SA. oui, SA, si, mais donc, du coup, ça rentre dans le statut SPL, c'est d'entreprise, autre il n'y a pas de chose souci. peut-être, Ouais. à C'est une vérifier. société publique, mais ça reste une société, donc je pense que oui, on est dans la catégorie entreprise. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors après, quelques points, situation particulière, un groupe d'habitants qui font de l'habitat participatif, ils sont plusieurs, je pense que c'est de la co-maîtrise d'ouvrage. Là, j'ai l'impression que ton visage a fait non. Alors la cible, donc c'est-à-dire que l'habitat classique n'est pas dans l'appel à projet et les particuliers ne sont pas non plus dans l'appel à projet. Sur la rénovation de l'habitat, il y a des dispositifs qui existent. Donc un au niveau de la région, notamment sur les aides aux foyers très modestes pour la rénovation énergétique. Et après, il y a toutes les aides de l'État qui existent par ailleurs pour cette cible-là. Mais donc elle n'est pas dans l'appel à projet. Un changement d'usage d'un bâtiment avec une partie rénovation, une partie extension, intuitivement, je me dis, vous prendriez qu'une quote-part que sur la partie rénovation. Effectivement, il n'y a que les dépenses liées à la rénovation qui seront éligibles et le changement d'usage n'est pas un problème à partir du moment où la cible finale, bien sûr, rentre dans la catégorie de bâtiments éligibles à l'appel à projet. Le changement d'usage peut également être une manière de valoriser du bâti aujourd'hui mal utilisé ou sous-utilisé pour optimiser ses usages et notamment son intensité et ainsi de suite. Alors, on a Thibaut Cesbron Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? Pardon Pierre, oui, pour compléter la réponse de Sylvain à l'instant, le changement d'usage, on a aussi tous en tête que c'est un moyen de ne pas détruire le bâtiment pour en construire un autre à côté. Donc on est dans cette logique de sobriété foncière. Ce sujet. Sur l'extension, si l'extension, s'agissant du financement pour l'offre de prêt, si l'extension représente au maximum 20% de la surface et si on est bien dans l'atteinte globale d'un gain de 30%, alors c'était éligible au financement sur l'offre GPI Ambre que j'ai présentée tout à l'heure. Je reprends Thibaut Cesbron. Alors peut-être on va l'inviter à t'appeler, Sylvain, parce que c'est un dossier qui peut être un peu complexe avec un projet avec plusieurs porteurs de projets, dont un sur une chaufferie collective bois porté par un syndicat d'énergie, et de l'autre côté, le maître d'ouvrage qui lui fait un projet de rénovation. Et comment est-ce qu'il dépose, et apparemment les deux pourraient être éligibles, comment est-ce qu'il dépose le dossier, etc. Pour ce genre de situation, à nouveau, tu es disponible pour répondre aux questions précises? Oui. Alors effectivement, c'est intéressant. C'est des cas un peu particuliers comme ça qui sont difficiles de faire rentrer dans des cases. Donc là, il faut qu'on voit un petit peu comment faire. Effectivement, n'hésitez pas à prendre contact directement. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions. Alors, on revient quand même régulièrement sur les questions de santé, les maisons de convalescence, etc. J'ai l'impression quand même qu'il y a un manque de clarté complète sur l'éligibilité. Alors, sur la catégorie des logements de santé ou autres, effectivement, on a sur tout ce qui est logement à occupation continue, logement adapté, on a une cible collectivité, établissement public ou association d'utilité publique. Donc effectivement, on a des structures qui potentiellement portent ces projets-là, mais ne seront pas éligibles. Ça nous a déjà été remonté, ça fait partie des évolutions sur lesquelles on va devoir réfléchir, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas cette cible-là dans l'appel à projet. Alors après, il y a d'autres dispositifs là-dessus, notamment à voir avec l'ARS ou la région pour ce type de structure qui peuvent les accompagner. Et le logement jeune, Urage, Le logement des jeunes, c'est un dispositif qui existe et qui existait et qui existe toujours, qui était piloté dans notre service, mais qui aujourd'hui est au service jeunesse. Donc il existe toujours, ce dispositif, il a vocation donc à financer les rénovations de résidences jeunes ou de foyers jeunes travailleurs, enfin résidences étudiantes, ou leur construction à condition qu'elles atteignent le niveau passif. Donc ce dispositif existe toujours par ailleurs et donc il n'est pas dans la cible de l'appel à projet non plus. Parfait. Sur le volet financement, sur tout ce qui concerne le logement social, le logement spécifique
les seniors, les personnes en situation de handicap, les étudiants, etc. Côté Banque des Territoires, nous avons une autre offre, hein, puisque c'est une offre spécifique tournée vers le secteur. Nous avons une autre offre autour de l'éco-prêt, des prêts phares, des prêts PAM, etc., qui sont spécifiquement adaptés. Ça existe, l'éligibilité, elle est naturelle, hein, puisque c'est vers cette cible-là que l'offre est tournée, mais c'est autre chose par rapport au GPI évoqué. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot de la fin, ou Sylvain ou Olivier. On est en train de vous faire apparaître les points de contact, hein, le contact de Sylvain et puis le contact de la Banque des Territoires, en sachant que de toute façon, vous retrouvez toutes ces informations-là en ligne sur les liens qui vous ont été donnés. Olivier, un mot pour la fin, puis c'est Sylvain qui conclura définitivement. Bah, écoutez, ça va simplement consister à vous remercier et côté Novabuild pour l'organisation et pour la présence des participants. Et puis, je souhaite que l'appel à projet soit le plus fructueux possible. Merci beaucoup. Sylvain, alors, le mot de la fin. Eh ben, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à candidater à cet appel à projet. C'est ce qui fera aussi sa qualité. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si besoin pour anticiper et préparer votre projet et le dépôt du dossier éventuellement. Et puis, l'idée, c'est que sur les 2-3 années qui viennent, on ait tout un panel de projets de grande qualité à valoriser. On espère que vous en ferez partie. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, bon appétit. Merci. Au revoir.